Bonjour. Au cœur de l'actu judiciaire américaine en ce moment, il y a le procès de Sean Combs. P. Diddy, oui. Exactement, P. Diddy. Ça s'est ouvert là, début mai 2025 à New York. Et c'est pas rien, hein. L'icône du hip-hop, le mania, Oui. Il risque la prison à vie. Carrément. trafic sexuel, racket en bande organisée, la loi RICO, c'est du lourd. C'est ça. Alors, on va essayer de démêler un peu tout ça aujourd'hui. Oui, parce que c'est une affaire hyper complexe. Ouais. Ça couvre plus de 30 ans d'histoire. On va s'appuyer sur pas mal de sources, des analyses vidéo, des documents judiciaires. L'idée, c'est vraiment de faire une synthèse la plus claire possible pour qu'on comprenne bien les enjeux de ce procès qui est Hors norme. complètement. C'est une affaire qui fascine, qui interroge aussi. Et il y a tellement d'infos qu'on s'y perd un peu. C'est clair. Donc on va essayer de structurer. Rappelons déjà qui est Sean Combs. Au départ, simple stagiaire chez Uptown Records. Et puis, il crée Bad Boy Records dans les années 90. Et là, c'est l'explosion. Icône culturelle, homme d'affaires richissime, une ascension Fulgurante, oui. impressionnante. Ok, alors on plonge dans les faits. Commençons par un truc assez ancien, souvent oublié, mais révélateur. 1991, Le match de basket caritatif. au City College. C'est ça. Organisé avec Évidé, contre le sida, je crois. Grosse promo. Et beaucoup, beaucoup trop de monde. Genre 5000 personnes pour une salle de même pas 3000 places. Et là, le drame. La bousculade, 9 morts, presque 30 blessés, terrible. Et judiciairement, qu'est-ce qui se passe? Au civil, Didi et Vidi sont reconnus responsables à 50%. Mais pas de poursuite pénale. Ah ouais? Non. Ça se règle avec des arrangements financiers avec les familles. Les fameux règlements à l'amiable. C'est intéressant ça, les règlements à l'amiable. Surtout quand ça semble se répéter. Qu'est-ce que ça implique, au fond? C'est une excellente question. En gros, tu paies pour éviter un procès public. Souvent avec une clause de confidentialité. Donc on indemnise, mais Mais les faits sont pas jugés publiquement. La vérité judiciaire, elle n'est pas établie. Et ça peut permettre d'étouffer des affaires, quoi. Des comportements problématiques peuvent continuer sans vraies conséquences pénales visibles. surtout que déjà là, en 91, il y avait des zones d'ombre, non? Sur où était Didi exactement, sur l'argent récolté? Tout à fait. Des témoignages contradictoires, un flou sur les fonds. Ça pose déjà des questions sur l'organisation, la gestion de crise, la transparence. Un premier signal, on peut dire. On avance. 1999. Autre affaire. L'agression de Steve Stout. Le manager de Nas, à l'époque. Oui. Apparemment un désaccord sur un clip vidéo. Nas crucifié, Didi qui change d'avis. C'est ça. Et ça dégénère violemment. Didi débarque avec ses gardes du corps dans le bureau de Stout et... Et il le tabasse. C'est ce qui est dit. Mâchoire brisée, bras cassés, avec une bouteille, un téléphone, on sait pas trop. La violence décrite est assez extrême. Et là encore, la justice. Rebelote. Arrangement. Didi plaide coupable, mais pour harcèlement, une charge beaucoup plus légère. Incroyable. Il donne 500 000 $ à Stout et il écope d'une journée. Une seule journée de formation en gestion de la colère. Une journée. Oui. Stout lui-même a dit que c'était dérisoire, il parlait de tentative d'assassinat. Donc on voit bien le schéma qui se dessine. Règlement financier pour éviter les grosses conséquences. Et la même année, 99 toujours, il y a la fusillade au Club New York. Ah oui, l'affaire qui impliquait aussi Jennifer Lopez et le rappeur Shine. Une altercation avec un autre client, Mathieu Allen, et des coups de feu éclatent. 3 blessés. Didi et J-Lo s'enfuient, sont arrêtés. On trouve une arme volée dans leur voiture. Et Didi est accusé de quoi, précisément? Port d'armes illégales et surtout tentative de subornation de témoins. C'est-à-dire? Il aurait demandé à son chauffeur, Wardell Funderson, de dire que l'arme était à lui. En gros, de mentir pour le couvrir. Et c'est le chauffeur a refusé? Oui, il a refusé et il a même porté plainte contre Didi plus tard. Encore une affaire réglée à l'amiable d'ailleurs. Et Jello dans tout ça? Elle est vite mise hors de cause. Didi, lui, sera acquitté en 2001. Mais Shine, C'est lui qui prend cher. 10 ans de prison. 10 ans? Il a toujours dit que c'était de la légitime défense face à Allen. Mais bon, il y a des doutes. Des doutes. Oui, des anciens proches de Didi, comme Mark Curry, ont laissé entendre que Shine aurait été payé pour prendre toute la responsabilité sur lui. Ah ouais, complexe. Très complexe. Et ça a marqué la fin de la relation Didi-Lopez, cette histoire. Bon, les années 2000 arrivent et les problèmes continuent, même s'ils sont peut-être moins médiatisés. Oui, on a par exemple l'histoire de l'exploitation présumée des ouvriers au Honduras pour sa marque de vêtements Sean John en 2003. Des conditions de travail terribles rapportées par le National Labour Committee. C'est ça. Puis il y a la plainte de Kirk Burroughs, un cofondateur de Bad Boy. Qu'est-ce qui lui reprochait? Didi l'aurait menacé carrément avec une batte de baseball pour qu'il cède ses parts du label. Et l'affaire a abouti. Non classé pour prescription en 2006. La prescription? Encore un moyen d'échapper à un jugement sur le fond, en fait. Exactement. C'est le délai légal pour porte-plainte. S'il est dépassé, l'action en justice n'est plus possible, même si les faits sont graves. Et en 2007, une autre altercation,
À Los Angeles cette fois. Oui, avec un agent immobilier, Gérard Retschnitzer. Il accusait Didi d'avoir harcelé sa fiancée et de l'avoir frappée. Et le résultat? Laisse-moi deviner. Encore un règlement à l'amiable. Exactement. C'est fou ce schéma qui se répète. Oui, si on regarde cette période des années 2000, on voit des allégations variées. Exploitation économique, menaces physiques proulardes, altercation, Mais la constante, c'est... la résolution par l'argent et l'absence de conséquences judiciaires lourdes. Ça donne l'impression d'un sentiment d'impunité qui grandit, peut être lié à son pouvoir, sa richesse. Et là, on arrive à une personne clé dans toute cette histoire. Cassie Ventura. Chanteuse de R&B, elle signe chez Bad Boy au milieu des années 2000. Elle a 19 ans, lui 36. Et déjà, le contrat, on dit qu'il était abusif. 10 albums? C'est énorme. Oui, ça l'a lié au label pour très très longtemps. Ça installe tout de suite une dynamique de contrôle, une dépendance. Et très vite, leur relation devient aussi personnelle, amoureuse. C'est ça. Et selon la plainte que Cassie déposera bien plus tard, en novembre 2023, cette relation aurait été un enfer. Elle parle d'une décennie d'abus. Contrôle total, financier, personnel. Il finançait tout, mais elle n'a sorti qu'un seul album. Elle décrit une initiation aux drogues dures, des violences physiques, des coups, des humiliations. Elle parle même de séquestration après une agression en 2009. Il y a aussi cet incident avec Kid Cudi, non? Didi apprend qu'elle fréquente Cudi. Il serait devenu fou de rage, l'aurait agressé et aurait menacé de faire sauter la voiture de Cudi. Mais la voiture a explosé. Peu de temps après, oui, un ancien garde du corps de Didi a d'ailleurs dit que c'était très probable que Didi soit derrière ça. Le plus glauque, c'est peut-être ces histoires de freak-offs. Les orgies, oui. Cassie dit qu'elle était forcée d'y participer, souvent droguée, ce qui pose la question du consentement évidemment. Il l'aurait forcée à avoir des relations avec des travailleurs du sexe masculin. Pendant qu'il filmait, pour la contrôler ensuite avec ses vidéos. Chantage. Et on a une preuve visuelle, en partie, de cette violence. Oui, la vidéo de surveillance de l'hôtel, de 2016, diffusée par CNN en 2024, on y voit Didi agresser violemment Cassie dans un couloir. Suite à ça, il a présenté des excuses publiques, non? Oui, il a parlé de comportements inexcusables. Mais c'était après la diffusion, hein. Cette plainte de Cassie, même si elle a été réglée très vite à l'amiable, On parle de 30 millions de dollars, oui. elle a eu un effet énorme, non? Un déclic? Absolument crucial. Le règlement rapide a peut-être acheté son silence à elle, via une clause de confidentialité probable, mais paradoxalement, ça a fait exploser la digue. Ça a ouvert la porte à d'autres. Oui, ça a déclenché une vague d'autres accusations, et ça a sûrement pesé lourd dans le démarrage de l'enquête fédérale qui était peut-être déjà en cours. Et ça nous amène à retenir Lil Rod Jones. Le producteur, il a vécu et bossé avec Didi pendant presque un an, en 2022-2023, sur l'album The Love Album. Sa plainte à lui, déposée en février 2024, elle donne une vision de l'intérieur, du cercle proche. Et ce qu'il décrit, c'est un environnement hyper toxique. Promesses non tenues, abus graves. Sans entrer dans tous les détails sordides, on peut voir les types d'abus qu'il dénonce. Il parle de harcèlement et d'agression sexuelle de la part de Didi lui-même. Attouchement non désiré. Pression pour des relations homosexuelles aussi. Il dit même avoir été drogué et s'être réveillé nu à côté de Didi et de travailleuses du sexe. Et ce qui est notable, c'est qu'il accuse aussi d'autres personnes de son entourage de l'avoir agressé sexuellement. L'acteur Cuba Gooding Jr., par exemple. Oui, entre autres. Et selon lui, ces agressions se seraient passées en présence de Didi, qui semblait approuver, voire orchestré. Donc Didi ne serait pas seulement l'auteur direct, mais aussi un facilitateur. C'est ce que ces accusations suggèrent, oui. Lil Rod parle aussi de menaces physiques directes, de chantage professionnel constant. Et l'allégation la plus dingue, c'est celle du meurtre. Oui, il dit avoir été témoin d'un meurtre dans un studio à LA impliquant Didi et son fils Justin. Il affirme avoir subi des pressions pour mentir à la police. Il parle même de corruption policière possible. C'est ça. Et pour prouver tout ça, Lil Rod affirme avoir des centaines d'heures d'enregistrement audio et vidéo. Des enregistrements compromettants. C'est ce qu'il dit. Et c'est là que sa plainte civile rejoint potentiellement l'enquête criminelle fédérale. Même si une partie de sa plainte civile a été rejetée. Oui, pour des raisons techniques ou de qualification juridique en mars 2025, mais attention, les accusations d'agression sexuelle visant Didi et son bras droit Christina Koram, elles, sont maintenues dans le cadre civil. Rappelons la différence. Le civil, c'est pour obtenir de l'argent, des dommages et intérêts. Le pénal, c'est pour une condamnation, la prison. Exactement. Et peu après la plainte de Lil Rod, l'intervention fédérale, mars 2024. Les perquisitions. Spectaculaire, oui. FBI et HSI en même temps à Miami et Los Angeles. HSI. C'est quoi exactement? Homeland Security Investigations. En gros, la sécurité intérieure. Leur présence aux côtés du FBI, c'est pas anodin.
Pourquoi? Parce qu'ils sont spécialisés dans les crimes transnationaux. Trafic d'êtres humains, trafic sexuel international. Ça suggère que les enquêteurs soupçonnent une dimension qui dépasse les frontières américaines. Ils ont trouvé des choses pendant ces perquisitions? Pas mal de choses, oui. Des armes, dont une avec le numéro de série limé, ce qui est souvent mauvais signe. Des drogues? Oui, GHB, kétamine, des drogues parfois liées à la soumission chimique, et aussi, curieusement, une énorme quantité d'huile pour bébé. Huile pour bébé, pourquoi faire? Potentiellement comme lubrifiant. Et surtout, ils ont saisi des dizaines d'appareils électroniques, téléphones, disques durs. C'est là que pourraient se trouver les fameux enregistrements. Très probablement. C'est sans doute la mine d'or pour les enquêteurs. Et toute cette opération fédérale, elle s'inscrit dans quel cadre légal? La loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Le racket en bande organisée. C'est ça. La loi RICO, elle vise pas des actes isolés, mais une structure criminelle organisée qui dure dans le temps. L'accusation pense que l'empire de Didi aurait servi de façade ou d'outil pour une organisation d'exploitation sexuelle, utilisant la violence, l'intimidation, le chantage de façon systématique. Et tout ça mène à l'arrestation de Didi, septembre 2024. Le 16 septembre, oui. Inculpation formelle, trafic sexuel, transport pour prostitution, complot RICO. Et il est en prison depuis... Pas de libération sous caution. Non. Sa demande a été refusée, malgré une offre de 50 millions de dollars. Ça montre bien que la justice prend les charges très au sérieux et craint qu'il s'enfuit ou qu'il fasse pression sur les témoins. Après l'affaire Cassie, après les perquisitions, là, c'est comme si le barrage avait lâché. Complètement. Les témoignages ont afflué, des dizaines, puis on parle de plus de 150 plaintes ou témoignages, spécifiques recueillis par les avocats. Et ce qui est fou, c'est la cohérence, non? Oui, c'est frappant. Des récits qui se ressemblent sur des décennies, visant hommes, femmes, potentiellement des mineurs. Toujours les mêmes thèmes. Drogue pour soumettre, agression sexuelle, souvent collective, violence extrême, enregistrement pour contrôler. Le mode opératoire présumé semble se répéter. On va pas tout détailler, mais il y a des exemples vraiment glaçants. Oui, cet acteur texan qui porte plainte en novembre 2024 pour un viol présumé en 2001 lors d'une fausse audition. Ce qu'il décrit est terrible. Ou cette mannequin, Brianna Noël, qui dit avoir été suspendue au-dessus d'un balcon par un garde du corps, juste pour avoir repoussé Didi. Et la liste s'allonge encore et encore. Face à ça, la défense de Didi, elle bouge pas. Déni total. Il nie tout en bloc. Il parle de lynchage médiatique, de complot contre lui. Et c'est dans ce climat que le procès fédéral a commencé début mai. On en est où exactement? Alors, début mai, la sélection du jury a commencé. Les vrais débats devaient démarrer vers le 12 mai. C'est la juge Laura Taylor Swain qui préside. Elle est réputée assez ferme. On s'attend à quoi pendant ce procès? Des témoignages clés. Cassie Ventura, bien sûr, peut-être même les fils de Didi, et surtout la présentation des preuves matérielles. Les enregistrements. S'ils existent et s'ils sont jugés recevables par la Cour, oui, ça pourrait être déterminant. Et la défense, elle dit quoi? Quelle stratégie? Ils plaident non coupables sur toute la ligne, ils disent que les relations étaient consenties, que c'est un complot. Ils ont essayé de faire annuler certaines charges. Oui, celle liée au Mann Act, la loi sur le transport pour prostitution entre États. Ils ont plaidé la poursuite sélective et raciste, mais ça a été rejeté par l'accusation. Il y a eu aussi le départ d'un de ses avocats, non? Oui, Anthony Rico, un avocat assez connu, s'est retiré en février. Ça a alimenté pas mal de spéculations, évidemment. Et Christina Koroam, son bras droit, souvent citée dans les plaintes civiles, elle est accusée au pénal? Non, pas dans cette affaire fédérale. Mais elle est sortie du silence récemment pour nier toute implication. Elle se dit victime collatérale. Sa position sera intéressante si elle témoigne. En tout cas, l'enjeu pour Didi est énorme. La prison à vie, c'est ce qui est en jeu. Forcément, avec une affaire comme ça, le monde des célébrités est éclaboussé. Les frettes de Didi étaient connues. Oui, très couru. Et ça rejaillit. L'affaire la plus marquante, c'est celle qui a touché Jay-Z. Une plainte civile l'accusait, avec Didi, d'un viol sur mineur en 2000. C'est ça, une plainte anonyme. Jay-Z a nié en bloc, a parlé de chantage, et la plainte a été retirée très vite, sans accord financier apparent. Ça laisse planer le doute. On a aussi parlé d'Usher. Qui a vécu chez Didi quand il était ado. Ses commentaires passés sont un peu ambigus sur ce qu'il a vu. Et Justin Bieber aussi, il y a une vidéo qui a circulé. Oui, mais soyons clairs, pour l'instant, aucune charge n'a été retenue contre eux dans cette affaire spécifique. Il y a aussi des théories plus complotistes. Oui, celle de la chanteuse Jaguar Wright qui lie Didi à plusieurs morts suspectes dans son entourage, ou des théories autour d'Aaron Carter. Il faut être hyper prudent avec ça. Ce n'est pas étayé par des preuves dans l'enquête fédérale actuelle. Mais ce qui frappe, c'est le silence, non? Le silence de beaucoup de stars qui le fréquentaient. Comment on peut interpréter ça? C'est une des grandes questions. La peur, la crainte d'être mêlé à ça, des accords de confidentialité secrets, ou est-ce qu'ils ignoraient vraiment l'ampleur des abus présumés? Difficile à dire. Très difficile. Et il faut le répéter, aujourd'hui, seul Sean Combs est jugé dans ce procès fédéral. Mais
L'avocat Tony Busby, qui représente plusieurs victimes, a menacé de sortir d'autres noms influents. On verra si ça se concrétise. Bon, pour résumer, on est face à la chute potentielle d'un géant. Une icône, oui. Après des décennies d'accusations d'abus qui semblent avoir été étouffées par l'argent, le pouvoir, les arrangements, Sean Combs fait face à la justice fédérale. C'est une tentative inédite de le tenir responsable. Et au-delà de son cas personnel, ça pose des questions profondes sur le pouvoir, les abus, le silence dans ces milieux, les industries créatives. Comment ces systèmes présumés peuvent durer aussi longtemps? Qu'est-ce qui rend possible cette impunité apparente? Faut noter aussi que les procureurs fédéraux aux États-Unis, ils ont un taux de succès hyper élevé, souvent plus de 95%. Oui, ce qui suggère qu'ils se lancent rarement sans avoir un dossier solide. Mais bien sûr, la présomption d'innocence reste la règle absolue jusqu'au verdict. Tout à fait. La question qui reste en suspens, au-delà du sort de Sean Combs lui-même, c'est quel impact sur l'industrie musicale? Ce silence des autres stars, c'est de la complicité passive, de la peur, et surtout, qu'est-ce qu'il va advenir de ces centaines d'heures d'enregistrement? Si elles existent et sont exploitables. Exactement. Est-ce qu'elle pourrait déclencher d'autres scandales, d'autres procès? Peu importe le résultat de celui-ci. La réflexion ne fait que commencer, je crois.